Pendant des décennies, on pensait que Pluton était juste un rocher glacé et mort aux confins du système solaire. Une planète naine insignifiante, rétrogradée, oubliée. Puis, en 2015, New Horizons est arrivé. Et tout a changé. Pluton n'est pas morte. Elle a des montagnes de glace d'eau qui rivalisent avec l'Himalaya, des plaines d'azote gelé, une atmosphère ténue mais présente, et un cœur géant en forme de cœur. Si vous voyagiez jusqu'à Pluton, le trajet prendrait 9 ans et demi, vous traverseriez tout le système solaire, et quand vous arriveriez enfin, vous découvririez un monde étranger, magnifique et absolument mortel. La température moins 230 degrés. Vous gèleriez instantanément. L'atmosphère si ténue qu'elle est presque inexistante. Vous suffoqueriez. La gravité 6% de celle de la Terre. Vous pourriez sauter à 15 mètres de haut, mais vous ne pourriez jamais revenir en arrière. Mais imaginez l'inverse. Et si la Terre était aussi petite que Pluton? Notre planète ferait 2370 km de diamètre. Vous pourriez en faire le tour en voiture en 2 jours. Les océans seraient de simples lacs, l'atmosphère s'échapperait dans l'espace. Et la gravité? Si faible que nous pourrions littéralement sauter jusqu'à l'orbite. Mais Pluton fait partie d'un voyage plus large. Mourir sur chaque planète du système solaire. Chacune a sa propre manière unique de vous tuer. Mercure vous brûlerait, Vénus vous écraserait ou vous dissoudrait. Jupiter vous comprimerait jusqu'à l'inexistence. Et Pluton? Le froid vous tuerait avant même que vous ne réalisiez ce qui se passe. Votre corps se solidifierait en quelques secondes. Mais il y a quelque chose de magnifique dans chaque planète, même dans leur hostilité. Les couchers de soleil sur Pluton. Le soleil ne serait qu'un point brillant dans le ciel, mais ce point projetterait une lumière bleue éthérée à travers l'atmosphère d'azote. Sur Mars, le coucher serait bleu, sur Uranus, vert. Chaque planète offre sa propre palette cosmique, sa propre interprétation de la fin du jour. Aujourd'hui, on explore Pluton sous tous ses angles. Le voyage pour y arriver, ce que ça ferait d'être aussi petit qu'elle. Comment chaque planète nous tuerait. Et la beauté étrange des couchers de soleil aux confins du système solaire. Parce que Pluton nous a appris quelque chose d'important. Même les mondes les plus éloignés, les plus petits, les plus ignorés, peuvent être extraordinaires. Salut tout le monde! Vous avez demandé et nous y voici. Je suis sur Pluton et je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles Pluton est bien une mini-planète. Pourquoi? Parce que quelqu'un doit défendre ce petit bout d'univers. Regardez cette planète, elle est trop mignonne. Analyse des conditions. Atmosphère, azote, traces de méthane et de monoxyde de carbone. Température actuelle, moins 232 degrés Celsius. Oui, il fait froid, mais c'est logique. Pluton est à environ 6 milliards de kilomètres du Soleil. Alors, pourquoi une planète est-elle une planète? Il y a juste 3 critères. Le premier, c'est qu'elle doit orbiter autour d'une étoile. Ok, c'est bon. Le Soleil est à peine visible, mais il est là. Et Pluton orbite autour. Donc Pluton 1 et Hater 0. Distance du Soleil, 5 milliards 867 millions 639 023 km. Précisément, ici il y a environ 0,1% de la luminosité que vous avez là-bas sur Terre. Il fait vraiment sombre, pas vrai? Oh, je crois que j'aperçois des montagnes là-bas. Allons voir. Raiko, tu te souviens de la fois où on a regardé le film Lolita malgré moi? Négatif. Ça m'a rappelé quand j'étais harcelé et quand toutes ces belles extraterrestres m'ont recalé. Enfin, bref. Personne n'a subi plus de harcèlement que Pluton. Pendant environ 80 ans, elle était considérée comme une planète. Et puis, d'un coup, c'est devenu une planète naine. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci Neil deGrasse Tyson.
Pluton a été disqualifié en tant que planète en raison de la découverte de grands objets autour de son orbite. Qui à cette époque n'a pas subi l'enfer? D'abord Lindsay Lohan, puis Britney Spears, puis Pluton a perdu son statut de planète. Les années 2000 ont été cruelles. Oui, c'est bien une montagne là-bas. Et c'est typique d'une planète. La présence de l'élévation du paysage ne fait pas partie de la définition d'une planète spécifiée par l'Union astronomique internationale. D'accord, mais si ces montagnes sont faites de glace d'eau, regarde ça, c'est de la glace. De nombreux corps non planétaires présentent ces caractéristiques du paysage. Oui, c'est vrai. Je le savais, grâce à mes différents voyages sur des lunes et tout ça, quoi. Bon, j'ai essayé de marquer des points pour Pluton ici. Mais Rico est vraiment un rabat-joie avec son Union astronomique internationale. Mais il a raison. Il y a 3 vrais critères pour qu'une planète soit une planète. Et le numéro 2, c'est qu'elle a besoin de suffisamment de masse et de gravité pour devenir une sphère. Certains astéroïdes ont des formes complètement folles. Cependant, aucun d'entre eux n'est plat. Désolé les platistes, vous avez toujours tort. Il existe une comète en forme d'os, un cigare, et celle-ci ressemble à un canard en caoutchouc. J'aime bien celui-là. Toutes ces formes se produisent parce que ces rochers n'ont pas assez de gravité pour créer une forme de sphère. Mais Pluton a tout ce qu'il faut. Regardez-moi cette belle sphère. Pluton 2, haters toujours à 0. En parlant des haters, j'ai lu quelques commentaires l'autre jour. Et je dois dire que certains d'entre vous m'ont vraiment blessé. Vous pensez que je suis une IA ? Il n'y a pas d'intelligence artificielle dans ce bel explorateur de l'espace. Tout ce que vous voyez ici est bien réel. Maintenant, revenons à Pluton. Vous oubliez le 3e critère pour être une planète. Un corps céleste doit avoir une force gravitationnelle suffisante pour dégager la zone de son orbite. Pluton partage son orbite avec plein de petits corps glacés de la ceinture de Kuiper. Pluton ne peut donc pas être classé comme une planète. Deux sur 3, ce n'est pas assez. L'union astronomique est un peu rigide. Pluton a la masse et la gravité nécessaires pour devenir une sphère, mais pas assez pour impacter les objets qui l'entourent. Ça me paraît un peu arbitraire. Donc, en gros, il a été viré du club des planètes parce qu'il n'a pas assez de poids. Oh, Rico! T'es censé me prévenir de ce genre de truc. Les mauvaises choses m'arrivent tout le temps. Reconnu. Danger. Cratère détecté devant vous. T'es sérieux? Oui, je vois le cratère, Rico. Merci. Regarde-moi ça, c'est énorme! Les cratères sur Pluton peuvent atteindre un diamètre de 260 km. Wow! Ce n'est pas comme la moitié de la taille de ce rocher? Pluton mesure 2376,6 km de large. C'est environ 2/3 du diamètre de la Lune. Quoi? 2400 km? Je pourrais parcourir cette distance en 4 jours. Faux. Bon, peut-être pas à pied, mais si je cours, je pourrais sûrement le faire en 4 jours. La vitesse de course maximale d'un humain est de 8 km par heure. Vous êtes bien en dessous de la moyenne. Ok. Merci Rico. Ça suffit, c'est quand même une très petite planète. Ce n'est pas une planète, mais oui. D'accord. Pluton est une planète naine. Cela signifie que nous devons juste trouver un moyen de lui faire prendre un peu de poids. Lui donner des stéroïdes pour en faire un champion dans la cour des grands. Je sais. Pluton vit dans la ceinture de Kuiper, la région de l'espace au-delà de l'orbite de Neptune, remplie de roches, d'objets glacés et d'astéroïdes.
Certains de ces objets sont assez grands. Pas assez grands pour être des planètes, mais peut-être que si nous les mettions ensemble, on pourrait créer la plus grande planète de tous les temps. Calcul de la probabilité de créer la plus grande planète de tous les temps. 0,0005%. Rico, sérieux, c'était une hyperbole. Je ne peux pas comprendre les blagues. Bon, ce n'est pas la plus grande planète de tous les temps, mais elle serait plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui. Voyons. Ok, si je fais ce calcul-là... Ouais... Ok, ça prend... en fait, je veux pas faire ce calcul. Rico, calcule la masse de Pluton si elle absorbait tous les objets de la ceinture de Kuiper. La nouvelle masse serait de 6 x 10 au 23e puissance kg. Le nouveau diamètre serait de 8500 km. D'accord. Oh, ok, c'est plutôt clair. Mais peut-être que pour les gens dans le public qui n'ont pas compris, tu pourrais expliquer ces chiffres ? Pluton aurait une masse supérieure à celle de Mercure et presque aussi grande que Mars. Elle serait plus large que de nombreuses planètes, y compris Mercure et Mars. C'est bon ça! Elle serait définitivement classée comme une planète alors! Rico, fais en sorte que cela se produise. Évaluation des risques. Conséquences désastreuses prévues. Ah, encore une fois, tu casses l'ambiance avec tes prédictions apocalyptiques. On est en train de créer une planète. Qui sait, elle pourrait être habitable. Extrêmement improbable. Une rotation lente suggère l'absence de magnétosphère, emplacement loin de la zone habitable du Soleil. Aucune preuve tangible de l'existence d'un océan. Ah, ok, je vois où tu veux en venir. Mais quand même, nous pourrions rendre justice, ramener Pluton à sa gloire d'antan. Tout le monde mérite une seconde chance. Comme Lindsay Lohan avec ses films Netflix. Elle gère. Il est donc clair que Pluton n'est actuellement pas une vraie planète. C'est une planète naine. Désolé, je sais que cela doit être décevant. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai un plan pour transformer Pluton en une vraie planète. Conséquences désastreuses prévues. Ok. Désastre ceci, désastre cela. Mais qu'est-ce qui t'inquiète tant, Rico ? Les orbites de Pluton et Neptune se croisent à 2 points. Actuellement, ils sont en résonance orbitale, ce qui signifie que leurs orbites sont verrouillées dans un schéma répétitif, les empêchant de s'approcher trop près et d'entrer en collision. Si une force gravitationnelle change, ces planètes risquent de se heurter, ce qui pourrait entraîner la destruction totale du système solaire. Eh bien, ça n'a pas l'air réjouissant du tout. Vous savez, je pensais vraiment que nous pourrions trouver une voie de rédemption pour Pluton. Je croyais qu'il était assez grand pour y arriver, qu'il avait ce qu'il fallait pour aller jusqu'au bout, mais apparemment, tous les héros tombés au combat ne sont pas faits pour être Danger détecté. On dit que le monde est petit. Mais aujourd'hui, nous allons le rendre encore plus petit. Aussi petit que Pluton. Mais si notre planète était si petite, comment notre atmosphère serait-elle modifiée? Pourquoi ferait-il plus chaud sur Terre? Et comment la gravité affecterait-elle notre approvisionnement en eau? Voici et si. Et nous nous demandons ce qui se passerait si la Terre faisait la taille de Pluton. Pluton se trouve au bord de notre système solaire, au-delà de l'orbite de Neptune. Pluton était autrefois considéré comme une planète, mais en 2006, les scientifiques l'ont reclassé en tant que planète naine. Tout ça car Pluton n'est pas assez grande pour contrôler la gravitation de sa propre orbite. Après tout, le diamètre de cette planète naine ne fait que 2/3 de celui de notre Lune. Si la Terre était aussi petite que Pluton, comment 8 milliards de personnes pourraient-elles y vivre? Dites adieu à votre espace personnel. Il faudrait que la population entière se serre dans une zone un peu plus grande que la Russie, qui serait à 71% recouverte d'océans. Bien que la Terre soit plus petite, la bonne nouvelle est qu'il y aurait de la place pour tout le monde. Mais ça serait juste.
Vous, ainsi que chaque habitant sur Terre, auriez environ 1,5 cours de tennis pour vous tout seul. Le problème, c'est que cela ne prend pas en compte l'espace dont nous aurions besoin pour les hôpitaux, les aéroports et les routes. Une fois tout ça construit, vous seriez vraiment serrés comme des sardines. Ajoutez à cela toutes les zones inhabitables comme les déserts et les montagnes, et vous n'aurez pas assez de place pour accueillir tout le monde. Mais vous pourriez facilement échapper à la foule si vous vouliez fuir tout ce monde. Vous pourriez atteindre 7,6 mètres de hauteur rien qu'en sautant. Ce saut durerait près de 10 secondes et vous offrirait une vue spectaculaire sur l'horizon. Vous pourriez également courir plus vite, car il y aurait moins de friction. Mais gare aux surfaces lisses. Elles pourraient vous projeter très loin du fait qu'il n'y aurait pas assez de gravité pour vous maintenir au sol. Évitez également de vous surmener en courant de trop. La pression atmosphérique serait également faible sur cette planète naine. Peu importe où vous vous trouvez, vous auriez l'impression d'être au sommet d'une montagne à 5000 mètres d'altitude. Avec moins d'oxygène présent dans l'air, vous seriez en permanence à bout de souffle. Avec un peu de chance, vous vous sentirez simplement étourdi avec ce mal de l'altitude. Sinon, cela pourrait vous tuer. Mais même ça ne serait pas la pire chose qui pourrait arriver si la Voie lactée avait toujours eu une mini-Terre. Techniquement, la Terre serait inhabitable sans gravité. En 2019, une étude de Harvard a révélé qu'une planète a besoin d'une masse d'au moins 2,7% de la Terre pour maintenir l'eau à la surface. Si la Terre s'était formée de la taille de Pluton il y a 4,5 milliards d'années, elle n'aurait eu jamais de vastes océans. Mais comment cela affecterait-il la Lune ? Charon, la plus grande lune de Pluton, ne tourne pas autour de la planète naine. À la place, les deux corps sont verrouillés avec les mêmes côtés toujours face à face. Notre petite Terre serait à jamais dans la même position face à la Lune, verrouillée par un centre de masse commun dû à des forces gravitationnelles opposées. Cela serait le moindre de nos soucis. Si la Terre était aussi petite, son noyau interne serait beaucoup plus froid. Au premier abord, cela pourrait sembler comme une bonne chose. Il n'y aurait plus de tremblements de terre car les plaques tectoniques ne seraient plus en mouvement et les volcans deviendraient de simples montagnes. Malheureusement, sans un noyau en fusion, la Terre n'aurait plus de champ magnétique protecteur. Et sans ça, les rayons du Soleil feraient frire la planète. Et si la Terre n'avait pas été formée de base à la taille de Pluton ? Et si, à la place, elle rétrécissait soudainement ? Alors, notre planète garderait sa masse. Cela rendrait la gravité de surface 30 fois plus forte qu'elle ne l'est actuellement. Avec un entraînement intensif, le corps humain pourrait survivre sur une planète avec 4 fois la gravité de la Terre. Et sur une planète avec 10 fois la gravité de la Terre ? Cela nous briserait les os. Si vous pesiez 75 kg auparavant, vous pèseriez maintenant autour de 2300 kg. Chaque mouvement que vous feriez nécessiterait une puissance musculaire incroyable. Et peut-être que vous n'y arriveriez pas, peu importe vos efforts. Une Terre rendue naine de manière instantanée causerait des dégâts catastrophiques. Cela pourrait détruire tout ce que nous aimons sur cette planète et rendrait la vie impossible. Si vous atterrissiez sur Vénus, cette planète brûlante vous écraserait littéralement, comme une bouteille plastique. Ce serait une expérience douloureuse, mais ne vous inquiétez pas, cela ne durerait que 5 secondes. Les 5 secondes les plus longues de votre vie. Attendez de voir ce qui vous attend sur Mars, ça fait peur. Vénus a une atmosphère extrêmement dense, et avec cette densité vient une pression écrasante, au sens propre du terme. Cette pression est 92 fois plus élevée que la pression que vous ressentez sur Terre.
Il ne faudra qu'une milliseconde avant que votre combinaison spatiale commence à s'écraser sous la pression. Au bout d'une seconde, l'intégrité de votre combinaison serait compromise. Vous y seriez piégé en train d'imploser, sans aucun moyen de vous échapper. Et c'est à ce moment-là que votre corps commencerait à se désintégrer. Dans les 2 secondes suivantes, votre peau et vos muscles se comprimeraient. Vos vaisseaux sanguins éclateraient et vos organes cesseraient de fonctionner. Vous finiriez par perdre connaissance et, juste comme ça, vous seriez mort. Vénus a l'air d'être un endroit magnifique, mais elle est mortelle. Et être écrasé par une pression extrême n'est qu'une des nombreuses façons dont vous pourriez mourir ici. Vous vous souvenez de cette atmosphère dense? Non seulement elle crée une pression écrasante, mais elle provoque également un effet de serre. Oui, Vénus est brûlante, suffisamment pour faire bouillir instantanément vos entrailles. Même si par miracle vous résistiez à la pression, la chaleur finirait par vous tuer. Ah, il fait chaud comme dans un four, comme un poulet rôti. Vous voyez? Alerte. Augmentation de la température interne. La température de surface de Vénus atteint les 465 degrés. C'est presque aussi chaud que la lave qui sort des volcans sur Terre. Vous ressentiriez l'effet de cette chaleur intense en quelques secondes. Au bout d'1 minute, votre température interne commencerait à augmenter. Ah, les gars, je me sens pas bien. Température corporelle de 40 degrés Celsius et en augmentation. Et là, c'est le début du coup de chaleur. À ce stade, vous ressentiriez des nausées, de la fatigue et une transpiration extrême. Vos organes internes commenceraient à surchauffer. Il commence à faire sombre. Au bout de 10 minutes, vous perdriez connaissance. Maintenant, il ne vous reste que quelques minutes avant de subir des lésions cérébrales et un arrêt cardiaque fatal. Sur cette planète, le coup de chaleur n'est pas à prendre à la légère. Rien ici n'a de quoi prêter à sourire. L'air vénusien, composé de 96,5% de dioxyde de carbone et de 3,5% d'azote, est irrespirable. Une seule bouffée d'air vous étoufferait instantanément. Et ce n'est pas tout. La pluie sulfureuse de Vénus corroderait votre combinaison spatiale et brûlerait votre peau. En ce qui concerne la situation de survie sur Vénus, c'est un 1 sur 10. Je vous déconseille fortement d'y aller. Maintenant, c'est au tour de Mercure. La planète la plus proche du Soleil? Comme si je ne venais pas de subir une incinération massive par la chaleur. Allez, sérieusement. Eh bien, Mercure a un petit secret. Elle est en réalité glaciale, du moins sur sa surface nocturne. Température de surface, moins 180 degrés Celsius. Bien sûr, oui, je le savais. Tout le monde le sait. Le problème avec Mercure, c'est que contrairement à sa voisine Vénus, il n'y a pas d'atmosphère. Et sans atmosphère, il n'y a rien pour emprisonner la chaleur du Soleil et la garder près de la planète pendant les longues nuits mercuriennes. Même si cette planète n'est qu'à 58 millions de kilomètres du Soleil, dès que la nuit tombe, elle se refroidit rapidement. Quand vous débarquez, tout semble normal. Vous pouvez même vous promener un peu et explorer. Mais toi, sont un petit peu engourdi, Rico. C'est normal, ça? Un engourdissement dans les extrémités est un signe précoce d'hypothermie. Ah, tout va bien. Il fait environ moins 180 degrés, après tout. Juste un petit peu frais. Qui l'eût cru? L'hypothermie prend du temps à s'installer. Ça commence par un léger picotement dans les doigts, puis tout d'un coup, vous commencez à frissonner. Je ne frissonne pas encore.
D'accord, ok, oui, je le sens maintenant. Les frissons sont arrivés. C'est grave, Rico. Alerte. Votre température corporelle est descendue à 35 degrés Celsius. Je sens plus mes doigts. Après 10 minutes dans ce froid glacial, vous pourriez à peine bouger. Alerte. Température corporelle à 32 degrés Celsius. Retournez immédiatement dans le vaisseau spatial. Vos muscles deviendraient rigides. Vous vous sentiriez confus, engourdi. Seulement 20 minutes dans cet enfer glacial vous plongerait dans une hypothermie sévère. Vous vous sentiriez complètement désorienté, comme au ralenti. Mais vous ne mourriez pas. Du moins, pas encore. Alerte. Température corporelle à 28 degrés Celsius. Même à ce stade, vous seriez toujours en vie. À peine fonctionnel, mais vivant. Il faudra environ 60 minutes pour que le côté obscur de Mercure vous tue. Lent, froid et douloureux. Mais au moins, vous auriez eu le temps d'admirer quelques vues avant de succomber au froid extrême. Je donnerai au côté nocturne de Mercure un 3 sur 10. Mais Mercure a aussi un côté jour, et il y fait très chaud. La température y atteint les 427 degrés. Il y fait presque aussi chaud que sur Vénus. Et ce n'est pas seulement la chaleur intense qui vous tuerait, ce sont aussi les radiations extrêmes. Vous sentiriez tout cela au moment où vous sortiriez de votre vaisseau spatial. Votre corps commencerait à surchauffer. Sans la protection d'une combinaison spéciale, votre peau serait immédiatement brûlée par les radiations. Ah, mes mains, ça brûle. Ce ne serait pas joli. Les radiations endommageraient votre ADN en un rien de temps. Et ça commencerait après seulement 1 millième de seconde. Dans l'heure qui suit, vos cellules commenceraient à muter et mourir. Assurez-vous donc de porter une combinaison spatiale, même sous cette chaleur. Danger. Augmentation de la température corporelle à 39 degrés Celsius. Après 5 minutes dans ces conditions, vous commenceriez à ressentir les premiers signes d'hyperthermie. Si le système de refroidissement de votre combinaison venait à tomber en panne, vous ressentiriez une chaleur que vous n'avez jamais connue de votre vie. Ah, ça brûle. Oh non, mes mains, on dirait que je suis en feu. C'est comme si j'étais en train de brûler vif. Cette surchauffe soudaine vous donnerait la nausée. En 10 minutes, vous seriez littéralement grillé, comme du pain gris. La température de votre corps atteindrait 42 degrés. Si vous avez déjà eu de la fièvre aussi élevée, vous savez qu'à ce stade, vous seriez en plein délire. Exactement comme ça. Vos muscles s'affaibliraient et vos organes commenceraient à s'arrêter. À ce stade, vous perdriez connaissance à cause du coup de chaleur et des radiations. Vous n'auriez plus longtemps à vivre. Le côté jour de Mercure, je lui donne un 2 sur 10. Bon, allons sur Mars. La planète rouge semble beaucoup plus prometteuse. Où d'autres dans le système solaire voudriez-vous établir une base humaine? Eh bien, pas si vite. Mars se trouve juste à l'extérieur de la zone habitable du Soleil. Il n'y a pas d'eau, pas de magnétosphère et son atmosphère est incroyablement fine. Ce n'est pas un endroit où vous pourriez vous installer confortablement. Qu'est-ce que tu racontes? Mars, c'est génial. Enfin, jusqu'à ce que vous essayiez de respirer. Sur Mars, l'air est principalement composé de dioxyde de carbone. Vous devrez garder votre combinaison spatiale en permanence. Sinon, vous êtes mort.
Brèche dans la combinaison spatiale détectée. Un simple dysfonctionnement de votre équipement pourrait être fatal sur Mars. Les premières inhalations de l'air sur Mars seraient déroutantes. Je suis en train de mourir, c'est aussi simple que ça. Vous seriez à bout de souffle et commenceriez à respirer plus rapidement. En même temps, votre combinaison spatiale percée commencerait à perdre de la pression. Et là, c'est le début de la fin. La pression atmosphérique sur Mars n'est que de 0,6% de celle de la Terre. Quand votre combinaison lâche, toute la pression interne qui vous maintenait en vie s'échappe. Alerte. Danger d'ébullition. Alerte. L'ébullisme est la prochaine étape. Alors que la pression de votre combinaison chuterait soudainement, votre corps subirait des conditions douloureuses, faisant bouillir votre sang. Votre sang et d'autres fluides corporels contiennent des gaz. Exposés à l'environnement de basse pression sur Mars, ils se mettraient à bouillir. Votre peau gonflerait. Ce n'est pas beau à voir. Quelqu'un peut-il mettre un avertissement à l'écran ? Mars vous laisserait espérer, puis vous anéantirait à la première occasion. Réfléchissez à 2 fois avant d'y aller. Même si vous aviez une combinaison parfaitement scellée, Mars trouverait un autre moyen de vous éliminer. Prenons les tempêtes de poussière par exemple. Elles sont déchaînées, peuvent couvrir toute la planète et durer des semaines, voire des mois. Ce n'est pas le fait que ces tempêtes soient puissantes, car elles ne le sont pas. Mais les particules de poussière sont si fines qu'elles s'infiltreraient facilement dans votre combinaison spatiale et la rayeraient de l'intérieur. Quoi? Si Matt Damon a survécu, moi aussi je peux. Allez! Les particules fines boucheraient vos filtres à air et endommageraient tout votre équipement. Elles pourraient couper vos systèmes vitaux et désactiver la régulation thermique de votre combinaison. Alerte. 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 Défaillance du système d'oxygène. Bienvenue sur Mars. Je lui donne un 6 sur 10, juste pour le côté épique de toute cette situation mortelle. Et pour le fait que vous pourriez y vivre, mais probablement pas très longtemps. Moi, je donne Mars. Zéro. Il y a une autre planète rocheuse qui traîne aux confins du système solaire. Oh, attendez. Mon éditeur me signale que ce n'est plus une planète, juste une planète naine. Enfin bref, Pluton sera notre prochaine destination mortelle. Juste après un petit détour par les géantes gazeuses. Jupiter est la plus grande planète du système solaire, et en tant que géante gazeuse, elle a tout un arsenal pour vous anéantir. Avec une masse 2 fois supérieure à celle de toutes les autres planètes réunies, Jupiter a une pression astronomique. Cette planète est essentiellement une énorme boule d'hydrogène et d'hélium. Il n'y a pas de surface solide sur laquelle vous pourriez marcher. Vous tomberiez tout au long de son atmosphère, même si cette chute ne durerait pas très longtemps. Laissez-moi deviner. Suffocation? Pression extrême? Qu'est-ce que ça pourrait bien être cette fois? Des éclairs. C'est exact. Jupiter abrite certains des orages les plus violents du système solaire. Ok, génial, mais... je ne vois pas de tempête ici. Non, c'est normal. Dans la haute atmosphère, le climat est relativement calme. La pression atmosphérique ici ne représente qu'un dixième de la pression que nous ressentons sur Terre. Système de capsule stable. À environ 50 km sous les nuages de Jupiter, vous ressentiriez de sérieuses turbulences. Le vent y sera fort, atteignant jusqu'à 360 km/h. Alerte. Accumulation d'électricité statique détectée dans l'atmosphère. Alors que ces vents chaotiques vous frappent violemment à travers les nuages d'orage, les éclairs commencent à zébrer le ciel autour de vous. Et l'un de ces éclairs finit par vous toucher de plein fouet.
Cet énorme éclair libérerait suffisamment d'énergie pour alimenter une ville ou deux. Mais pour votre capsule, ce serait la fin de la partie. Les systèmes électriques et l'approvisionnement en oxygène tomberaient en panne, et la température à l'intérieur de la capsule chuterait considérablement. Vous seriez piégé à l'intérieur d'une capsule défaillante, au cœur d'une tempête mortelle. Je donne à Jupiter un 5 sur 10. Je pourrais la recommander. Cette géante gazeuse n'est peut-être pas aussi grande que Jupiter, mais elle est la plus majestueuse. Saturne est la deuxième plus grande planète du système solaire. Comme Jupiter, c'est une géante gazeuse composée d'hydrogène et d'hélium, et sans surface solide. Au cœur de ces épais nuages, la pression inimaginable transforme l'hydrogène en métal liquide. Et les tempêtes intenses ont des vents qui soufflent à 1800 km/h. Il y a du vent, il fait chaud, et le danger est partout. Et vous pourriez mourir avant même d'entrer dans l'atmosphère de Saturne. Mais ce qui rend Saturne la planète la plus merveilleuse, c'est aussi ce qui la rend particulièrement mortelle. Ses anneaux. Ouais, je les vois. Ces anneaux sont composés de milliards de petits morceaux de glace et de roches, allant de grains de poussière à des morceaux de glace de la taille d'une maison. Ils tournent autour de Saturne depuis des centaines de millions d'années, et continueront à le faire encore longtemps, jusqu'à ce que ces roches glacées finissent par tomber sur la planète elle-même. Et ces anneaux se déplacent extrêmement vite, autour des 70 000 km/h. Si vous n'êtes pas extrêmement prudent, votre vaisseau pourrait bien s'y heurter. Saturne obtient un 8 sur 10. Uranus est une magnifique géante de glace mortelle, orageuse, avec une odeur de paix. Elle possède l'atmosphère la plus froide de toutes les planètes du système solaire. Il y a plusieurs façons d'y perdre la vie. La première serait de finir étouffé par ses gaz. Pas les gaz de paix. Oh non. Pas loin. 2% de l'atmosphère d'Uranus est composée de méthane, un gaz toxique pour les humains. 2%, ça peut sembler peu, mais ce gaz est suffisamment concentré pour vous tuer en quelques minutes. Peut-être que des particules, qui se déplacent à 900 km/h, pourraient endommager votre combinaison. Ou peut-être que les températures glaciales de moins de 124 degrés rendraient votre équipement si fragile qu'il se fissurerait. Ou peut-être que l'hydrogène et le méthane réagiraient avec les matériaux de votre combinaison, la corrodant. Sur Uranus, n'importe quoi peut créer une brèche, et la moindre fissure exposerait votre corps au méthane toxique. Mais Uranus a d'autres façons surprenantes de vous éliminer, comme vous transformer en un diamant à taille humaine. Pour cela, il faudrait survivre assez longtemps pour atteindre environ 10 000 km sous ces nuages. Là, la pression est si forte et la température est si élevée que les atomes de carbone se cristallisent en diamants. Environ 18% du corps humain est constitué de carbone. Vous seriez donc sur le point de subir la transformation la plus précieuse de votre vie. Je donne à Uranus un 10 sur 10. Épique, brillante, amusante. Une planète formidable sur laquelle périr. Neptune est la dernière géante de glace du système solaire et la planète la plus éloignée du Soleil. Elle ressemble beaucoup à Uranus. C'est vrai, Neptune a une masse et une taille similaires à celle d'Uranus, et elle est également composée des mêmes éléments, l'hydrogène, l'hélium, et l'ammoniac glacé, le méthane et l'eau.
Mais Neptune a quelque chose que Uranus n'a pas. Neptune abrite les vents les plus violents de tout le système solaire. Ces rafales peuvent atteindre des vitesses de 2100 km/h. Ce ne sont pas juste des vents, ce sont des vents supersoniques. Attendez, personne ne m'a prévenu qu'on tournait la suite de Top Gun ici! Et ce n'est pas le pire. Non seulement ces vents sont extrêmement rapides, mais ils sont également turbulents. Ils créent des vortex tourbillonnants capables de projeter votre vaisseau spatial dans toutes les directions. La pression atmosphérique intense, les vents et la glace de méthane commenceraient à désintégrer votre vaisseau. Mais ça ne s'arrête pas là. Si vous étiez pris dans le vortex supersonique neptunien, les vents feraient violemment tourner votre vaisseau. Et cette force centrifuge exercerait de sérieuses forces G. Alors que les vents de Neptune accéléreraient votre vaisseau à environ 10 G, tout ce qui se trouve à l'intérieur de votre corps semblerait lourd. Vos organes seraient comprimés à l'intérieur de votre corps. Votre sang s'accumulerait autour de vos jambes, coupant l'apport d'oxygène à votre cerveau. Vous perdriez conscience en un rien de temps. En moins de 5 minutes, votre vaisseau et votre corps perdraient complètement leur intégrité structurelle et se désintégreraient dans l'atmosphère de Neptune. Eh bien, c'était assez violent. Je donne à Neptune un 2 sur 10. Je sais que vous adorez Pluton. Alors, puisque vous avez demandé si gentiment, allons-y faire un petit tour et découvrir ce qui s'y trouve. Pluton n'est pas vraiment une planète. C'est une planète naine située tout au bout du système solaire. Elle est plus petite que la Lune terrestre, mais même ce petit caillou a de quoi vous tuer. Température, moins 239 degrés Celsius. Pluton est encore plus éloigné du Soleil que Neptune et ne reçoit pratiquement aucune chaleur. Un petit dysfonctionnement de l'isolation de votre combinaison spatiale et vous mourriez de froid. Vous commenceriez à sentir les engelures après seulement 30 secondes. 30 secondes de plus et vos fluides corporels commenceraient à se transformer en glaçons, avec en prime une hypothermie extrême dont vous vous seriez bien passé. Au bout de 2 minutes, la température de votre corps descendrait en dessous de 30 degrés, ce qui est le moment exact où vous perdriez connaissance. Et après 3 minutes, votre corps se figerait et vos organes cesseraient de fonctionner. Vous ne feriez plus qu'un avec le paysage gelé de Pluton. Rapide, presque sans douleur, c'est un 7 sur 10 pour Pluton. Ce n'était pas très agréable. Imaginez un coucher de soleil sur une planète qui orbite autour d'un trou noir. Ou un autre qui s'arrête, fait marche arrière et se produit 2 fois dans la même journée. Ou encore un coucher de soleil martien qui vire au bleu. Vous savez quoi? Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la physique pure et simple. Vous voyez, il existe 2000 milliards de galaxies dans l'univers. Et chacune d'entre elles contient des milliards, enfin des milliers de milliards d'étoiles. Notre galaxie, la Voie lactée, compte à elle seule au moins 100 milliards de planètes. Pensez-y, 100 milliards. Certaines orbitent autour de 2 étoiles, d'autres autour d'étoiles à neutrons mortes ou même autour de trous noirs.
L'univers est un endroit étrange et le spectacle est sur le point de devenir grandiose. Alors, attachez vos ceintures. Nous allons voyager de Mercure jusqu'aux confins de l'univers connu pour assister aux couchers de soleil extraterrestres les plus beaux et les plus mortels que vous ayez jamais vus. Restez avec nous pour voir un coucher de soleil sur une planète en orbite autour d'un trou noir. Dans notre propre système solaire, Mercure offre les couchers de soleil les plus bizarres. Le ciel y est toujours d'un noir total. C'est parce qu'elle ne possède pas d'atmosphère pour diffuser la lumière du soleil comme le fait la Terre. Mais même si Mercure n'offre pas de crépuscule épique, elle a quelque chose de mieux. Un double coucher de soleil. Oui, si vous vous teniez sur cette planète, vous verriez le soleil ralentir dans le ciel, puis s'arrêter, repartir légèrement en arrière et disparaître complètement à l'horizon. Ce n'est pas une erreur de simulation. C'est juste une journée normale sur cette sphère. Mercure a une orbite très ovale et la parcourt plus rapidement que toutes les autres planètes du système solaire. Quand elle atteint son point le plus proche du Soleil, elle accélère considérablement, comme une fronde. En moyenne, elle effectue exactement 3 rotations sur elle-même pour 2 révolutions autour du Soleil. Mais quand elle est au plus près de notre étoile, pendant quelques jours, elle se déplace autour du Soleil plus rapidement qu'elle ne tourne sur son propre axe. Ce phénomène crée un double coucher de soleil spectaculaire, que l'on ne peut observer qu'une fois tous les 176 jours terrestres. Sur Vénus, on ne voit jamais réellement le Soleil sous la forme d'un disque distinct dans le ciel. C'est parce que cette planète infernale possède une atmosphère incroyablement épaisse. La pression atmosphérique y est 93 fois plus élevée que sur Terre. Contrairement à Mercure, tout ce que l'on voit à la superficie de Vénus, ce sont d'épais nuages jaunes d'acide sulfurique. Et il y en a beaucoup. Depuis sa surface, quand le coucher du soleil s'approche, l'horizon ne se transforme pas en une nuit scintillante. À la place, la lueur ocre s'intensifie pour devenir rouge foncé et s'estompe dans une nuit noire où aucune étoile n'est visible. Enfin, il faudrait attendre très longtemps pour assister à ce prodige. Un jour sur Vénus dure 243 jours terrestres. C'est encore plus long qu'une année vénusienne, car cet astre ne met que 225 jours terrestres pour orbiter autour du Soleil. Mais ne confondez pas cette phase avec le jour solaire sur Vénus, qui est une autre façon de désigner un cycle complet jour-nuit. Ce jour solaire dure 116 jours terrestres, et le coucher de soleil en lui-même n'est pas un spectacle de 15 minutes. Et il dure des jours. Mars dégage une ambiance désertique rouge et froide pendant la journée. Mais quand le soleil se couche, le ciel devient bleu. Ce changement s'explique par le fait que l'atmosphère martienne est très fine, moins de 1% de celle de la Terre. Elle est remplie de minuscules particules de poussière ou d'oxyde de fer et de magnétite. Ces particules sont microscopiques. Elles sont environ 30 fois plus petites qu'un cheveu. Oui, si vous agrandissiez un cheveu humain à la largeur d'une canette de soda, une particule de poussière martienne aurait la taille d'un grain de riz. Pendant la journée, la poussière riche en fer présente dans l'air raréfié de cette sphère diffuse la lumière du soleil. C'est ce qui donne à Mars son aspect emblématique de planète rouge. Mais c'est au coucher du soleil que la physique s'inverse. Tout ça à cause de ce que les scientifiques appellent la diffusion de Mie. Ces particules de poussière sont presque aussi petites que la longueur d'onde de la lumière bleue. Elles n'absorbent donc pas seulement cette lueur, elles agissent comme de minuscules miroirs directionnels. Au lieu de la réfléchir dans toutes les directions, elles projettent la lumière bleue vers l'avant. Alors, quand le soleil est bas à l'horizon et que vous le regardez directement,
Cette teinte bleutée vous éblouit les yeux, traversant la brume. La science. Jupiter est un peu frustrante, car on ne peut pas se poser dessus. Effectivement, les géantes gazeuses telles que Jupiter et Saturne, ainsi que les géantes glacées comme Neptune et Uranus, n'ont pas de surface. Ce ne sont que des nuages extrêmement denses avec un noyau en leur centre. Donc, même si vous ne pouvez pas voir à quoi ressemble le coucher de soleil depuis le sol inexistant de Jupiter, vous pouvez tout de même l'admirer depuis le sommet de ces nuages. De là, le ciel serait bleu foncé, plus sombre que les profondeurs océaniques de la Terre. Et le soleil ne serait qu'un minuscule bouton incroyablement brillant dans l'infini, 5 fois plus petit que celui que nous voyons depuis notre globe. C'est parce que Jupiter est loin. Oui, elle est 5 fois plus éloignée du soleil que notre monde. D'accord, cette géante gazeuse n'a pas de coucher de soleil rétrograde ou bleu, mais elle a de la vitesse. Elle tourne incroyablement vite et effectue une rotation complète sur son axe en seulement 9h55. Ce qui fait qu'en un jour terrestre, cette planète voit le soleil se coucher et se lever 2,5 fois. Qu'est-ce qu'un demi-coucher de soleil ? En gros, c'en est un en accéléré. Pendant que nous sommes près de Jupiter, faisons une pause dans notre exploration des planètes et jetons un œil à certaines des plus grandes lunes du système solaire. Io est un paysage volcanique infernal, la lune la plus déchaînée du système solaire. Elle crache des volcans comme la Terre à ses débuts et possède même une atmosphère. Mais cette enveloppe externe est extrêmement mince et composée principalement de gaz volcaniques comme le dioxyde de soufre. Comme l'air est très rare, le ciel y est principalement noir, même en plein jour. Et le coucher de soleil n'y est pas non plus ordinaire. C'est un coucher de soleil éclipse solaire. Toutes les 42,5 heures, le soleil se cache effectivement derrière Jupiter. Et ce n'est pas une éclipse rapide. Si vous regardiez le coucher de soleil sur Io, vous verriez le soleil disparaître derrière la géante gazeuse pendant 2 heures complètes. Et voici Europe. Elle est tout à fait à l'opposé du monde volcanique qu'est Io. Cette lune est glacée. Elle possède une exosphère d'oxygène très fine. C'est comme une atmosphère, mais beaucoup trop ténue. Le ciel y est donc noir, même pendant la journée. Mais quand le soleil se couche enfin, Europe s'illumine. Littéralement. Cette lune est constamment bombardée par les radiations intenses de Jupiter. Tous ces rayonnements frappent la glace à la surface et font que les molécules de glace libèrent de l'énergie sous forme de lumière. Donc à l'instant où ce petit soleil disparaîtrait sous l'horizon, le sol sous vos pieds commencerait à scintiller. Le paysage s'illuminerait d'une faible lumière. Vous n'auriez pas besoin d'une lampe de poche pour voir où vous marchez. Notre prochain arrêt est sur le champion poids lourd, Ganymède. Cette lune est si massive qu'elle est plus grande que Mercure. Si elle orbitait autour du Soleil au lieu de Jupiter, on l'appellerait une planète. C'est la seule lune du système solaire à posséder son propre champ magnétique. Ce qui signifie que le coucher de soleil sur Ganymède s'accompagne d'un spectacle lumineux. Au crépuscule, vous pourriez voir des aurores polaires. Oui, tout comme celles que l'on peut admirer sur Terre. Ou presque. Le télescope Hubble a détecté les aurores de Ganymède principalement dans l'ultraviolet. Vous ne les verriez donc pas dans notre simulation. Et vous ne pourriez pas non plus vraiment les observer si vous vous teniez à la surface, à moins d'utiliser un équipement spécialisé. Enfin, voici Callisto. Ce rocher orbite autour de Jupiter beaucoup plus loin que ses autres grandes lunes. De ce satellite, la géante gazeuse aurait l'apparence d'un pamplemousse tenu à bout de bras. On pourrait s'attendre à un coucher de soleil similaire à celui d'Io, avec
Jupiter bloquant le ciel. Mais Callisto ne connaît pas d'éclipse tous les jours. Effectivement, son orbite est inclinée et elle passe souvent à côté de l'ombre de Jupiter. Il faudrait attendre 3 ans pour voir l'une de ces éclipses coucher de soleil. Assez parlé de Jupiter, passons au satellite d'une autre planète géante. Vous observez Titan, la plus grande lune de Saturne. Et elle est particulière. Non, elle n'a pas de volcan comme Io, ni de glace brillante comme Europe. Elle possède une atmosphère épaisse, et cette enveloppe externe est encore plus dense que celle de la Terre. Mais ce n'est pas tout. Titan est recouverte de lacs, sauf qu'ils ne sont pas composés d'eau. Ce sont des lacs de méthane et d'éthane liquide. Dans cette atmosphère dense, les couchers de soleil feraient passer le paysage d'un orange brumeux à un brun profond. Et avec Saturne si grande à l'horizon, quelle vue! Justement, en parlant de Saturne, tout comme Jupiter, cette planète est une géante gazeuse. Elle n'a donc pas de surface sur laquelle atterrir. Et tout comme sur Jupiter, vous devriez regarder le crépuscule depuis le sommet des nuages. Mais ici, ce n'est pas le coucher de soleil qui est l'attraction principale. Ce sont les anneaux. Pendant la journée, ces cercles glacés reflètent la lumière du soleil. Et à mesure que la nuit s'installe, vous verriez l'ombre de la planète elle-même se glisser sur cette arche, éteignant la lueur des anneaux section par section. Ce n'est pas seulement le soleil qui se couche, ce sont les lumières qui s'éteignent sur la plus grande structure du système solaire. J'aimerais que la Terre ait des anneaux comme ça. Au-delà de Jupiter et Saturne et de toutes leurs lunes, se trouve Uranus. Cette planète est étrange. Elle roule autour du Soleil sur le côté, au lieu d'orbiter tout droit comme le font les autres planètes. À cause de cette inclinaison, si vous vous trouviez au pôle d'Uranus, vous devriez attendre 42 années terrestres avant que le Soleil ne se couche. Il tournerait simplement en spirale dans le ciel. Mais quand l'équinoxe arrive enfin et que notre étoile disparaît à l'horizon, c'est magnifique. L'atmosphère d'Uranus est riche en méthane, qui est un gaz absorbant la lumière rouge. Donc, quand le Soleil se couche, le ciel ne devient pas orange ou rose. Il passe d'un cyan vif à un turquoise profond. Rien que d'y penser, j'ai un peu froid. Prochaine escale, Neptune. C'est la planète la plus éloignée du Soleil. Oui, parce que Pluton n'en est pas une. Enfin, pas officiellement. Neptune orbite autour de notre étoile à une distance 30 fois plus éloignée que ne le fait la Terre. Donc, il y fait sombre. Ici, le Soleil est 900 fois moins lumineux qu'il ne l'est sur notre globe. Un coucher de soleil sur cette géante de glace est un passage du bleu au noir total. Ce n'est donc pas aussi spectaculaire que vous ne l'imaginiez. Voyageons maintenant vers Pluton. Je sais que j'ai dit qu'elle n'était pas classée comme planète, mais elle occupe une place particulière dans le système solaire et dans mon cœur. Et aussi dans la section des commentaires où vous continuez à tous nous dire que c'est toujours une planète. Mais ce n'est pas le cas. C'est une planète naine, anciennement une planète à part entière, qui possède même sa propre lune, Charon. Il y fait donc encore plus sombre. Si vous vous teniez à la surface de Pluton au coucher de soleil, vous ne verriez pas un horizon noir, mais un ciel bleu d'une teinte très sombre. Et vous pourriez aussi y observer Charon, figé à jamais dans le ciel. C'est parce que Pluton et son satellite sont en rotation synchrone. Donc voilà,
vous avez devant vous un coucher de soleil sur Pluton. Bon, comme les couchers de soleil deviennent de plus en plus sombres et franchement plus ennuyeux à mesure que nous nous éloignons dans le système solaire, il est temps de quitter notre voisinage planétaire. Voici Kepler, mais pas votre 22b préféré. Il s'agit de Kepler 444c. Cette exoplanète rocheuse se trouve à 119 années-lumière de la Terre, où elle gravite autour d'une petite étoile de type K peu lumineuse. Mais elle orbite très près, bien plus près que Mercure autour de notre Soleil. Cette petite étoile de type intermédiaire semble donc énorme dans le ciel. Et ce rocher est Kepler 452b. Les scientifiques l'appellent souvent Super-Terre, surtout parce qu'elle orbite autour d'un corps céleste similaire au nôtre dans sa zone habitable. La principale différence est que son étoile est environ 1,5 milliard d'années plus vieille que celle du système solaire et est donc 20% plus brillante que notre Soleil. Vous voyez, les étoiles, comme notre Soleil, ont tendance à irradier plus fort en vieillissant, juste avant de se transformer en géante rouge. Alors, un coucher de soleil ici serait brillant, mais très similaire à ceux que nous pouvons admirer sur Terre. Et pour les personnes qui ont oublié à quoi ça ressemble, voici une belle simulation du coucher de soleil terrestre à titre de référence. Une autre planète qui s'apparente à la Terre est Trappist 1e. Regardez, elle a même des aurores polaires et une belle atmosphère. Mais vous n'êtes pas ici pour admirer des couchers de soleil ordinaires. Vous voulez du spectaculaire. Je comprends. Alors, je vous présente PSR B1257 plus 12C, ou tout simplement Poltergeist. C'est l'une des premières planètes jamais découvertes, mais elle ne tourne autour d'aucune étoile. Elle gravite autour d'un pulsar. Ce pulsar, appelé PSR B1257 plus 12, alias Liche, ne mesure qu'environ 20 km de diamètre. Vu depuis Poltergeist, il semble minuscule. Oui, ce point lumineux bleu-blanc aveuglant, c'est le pulsar. Les pulsars sont extrêmes. Ce sont des étoiles à neutrons qui tournent si vite qu'elles balayent l'espace de faisceaux d'ondes radio et d'autres rayonnements comme des phares cosmiques. Certaines clignotent seulement quelques fois par seconde, et les plus rapides pulsent des centaines de fois par seconde. C'est incroyable. Ce pulsar spécifique tourne 161 fois par seconde. Le coucher de soleil ici a donc un effet stroboscopique. Et ça va et vient de cette manière à mesure que la planète s'éloigne du pulsar et revient vers lui. Les choses tournent vite dans ce coin. Ce rocher céleste n'a pas de nom sympathique. Il s'appelle WD 1145 plus 017b. Les scientifiques ne se donnent pas la peine de lui en trouver un plus mémorable, car il est en train de se faire vaporiser par la naine blanche autour de laquelle il orbite. Cette naine blanche est à peu près de la taille de la Terre, mais sa masse équivaut à 60% de celle de notre Soleil. Elle brûle d'une lumière bleu-blanche intense et à chaque coucher de soleil, elle déchire la planète en morceaux, ou plutôt de ce qu'il en reste, à savoir le planétésimal. Mais ce n'est rien comparé aux couchers de soleil les plus terrifiants qui existent, ceux qui se produisent quand une planète orbite autour d'un trou noir. Ce que vous observez est le trou noir extrêmement massif Holmberg 15A. Il se trouve au centre de la galaxie Holmberg 15A, à 750 millions d'années-lumière de chez nous. Il a une masse équivalente à 22 milliards de soleils. Oui, prenez un moment pour imaginer ça. 22 milliards de soleils. Graviter autour d'un tel objet serait mortel, mais offrirait une vue inimaginable.
Et voici une planète en orbite autour d'un trou noir dans la galaxie IC 1101, qui se trouve être la plus grande galaxie connue dans l'univers. Le trou noir qui s'y trouve est encore plus énorme que Holmberg 15A. Il a une masse d'environ 40 milliards de soleils. Et il est beaucoup plus éloigné. Près de 1,1 milliard d'années-lumière séparent cette monstruosité et la Terre. Oh, et ce trou noir est encore plus gigantesque. TON 618 possède une masse équivalente à 66 milliards de masses solaires, et il est situé nettement plus loin, à 10,8 milliards d'années-lumière de notre globe. Les scientifiques pensent que des planètes gravitant autour de trous noirs pourraient exister en théorie. Elles pourraient même tourner autour des trous noirs sur des orbites stables. Mais nous ne disposons pas encore de la technologie nécessaire pour observer ce type de phénomène. Détecter une planète en orbite autour d'un trou noir, ou simplement une planète, est difficile. Elles sont effectivement petites et peu lumineuses, et les zones dans lesquelles elles se trouvent sont chaotiques. Nous ne pouvons pas utiliser nos méthodes habituelles de recherche dans ce cas. Nous devons trouver un autre moyen, comme par exemple envoyer Chase passer une nanoseconde dans un trou noir pour voir s'il y a une planète autour. Mais ça, c'est une histoire pour un autre épisode de « Et si ?»